bien mieux, parce qu'avec de l'argent, on peut tout acheter, ce qui génère du commerce. Voilà. Alors, ce modèle social que j'ai essayé de situer là, à mon avis, il est fait de 4 piliers. Je vais accélérer là pour passer au deuxième point. Il est fait de 4 piliers, et c'est une reconstruction a posteriori. C'est le modèle analytique que je propose dans le dernier bouquin qui a été cité. Ça vaut comme idéal type, hein, par rapport auquel il faut évidemment réfléchir, voir quels sont les éléments de vérification et les éléments d'appréciation de la place réelle que ça occupe et les formes de mise en œuvre. Mais pour moi, il y a 4 piliers. C'est une construction tardive dans mes travaux. J'avais surtout raisonné sur d'autres bases plus tôt, je ne rentre pas dans trop de détails, et j'ai fini par livrer cette proposition-là parce qu'elle me semble mieux correspondre à l'ensemble des faits que j'ai pu observer. Depuis tant que j'arpente tous ces domaines, je finis par essayer d'y comprendre quelque chose, enfin croire être en capacité d'y comprendre quelque chose. Peut-être que je me trompe, après tout, c'est à réfuter. Hein. C'est comme ça au moins qu'on peut progresser. Alors, il me semble qu'il y a un premier pilier qui est très fondateur, et ça c'est pour moi une découverte tardive, c'est la question des droits. Hein. Non seulement parce que nous sommes des États de droit, dans le fond nous n'avons plus que le droit pour gérer nos problèmes. À partir du moment où on n'a plus ni César ni Tribun, ni Dieu ni César ni Tribun, comme dit la chanson, alors on n'a plus que le droit, on n'a plus que nos accords normatifs au plus haut niveau, autant généraux si possible, couvrant le plus grand nombre de situations, prévenant les risques, enfin bref, favorisant les individus. Alors on a des grandes références à cet égard, les droits de l'homme et du citoyen, les droits de l'homme, l'égalité en droit et en dignité, les principes, il y a des principes. Hein. Ces principes sont normatifs, assurément. Ils ne sont pas contraignants forcément. Ça laisse une marge à l'action. Hein. Si on veut s'en foutre, passer outre, c'est aussi possible, sauf à être rattrapé par quelques exactions tout de même un peu trop intempestives ou un peu trop visibles qui ramènent du judiciaire. Mais sans en passer dans le judiciaire, hein, c'est vrai que ces principes ne sont pas trop contraignants. Dire les hommes naissent libres et égaux en droit et en dignité, ça contraint qui? Ça invite à croire. Et on voit bien que dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Donc il faut des acteurs pour mettre en œuvre ces choses-là. Et il faut des lois secondaires, des références normatives secondaires pour mettre en œuvre ces choses-là. Alors il y a différents niveaux de production normative et juridique sur lesquels je ne rentre pas, on trouve ça chez les bons auteurs, mais je note par exemple qu'il y a un niveau de constitutionnalité qui est important, c'est-à-dire la façon dont chaque pays fixe pour lui-même des cadres généraux internationaux ou mondiaux, hein, parce qu'on est quelque part dans l'international au départ. Hein, les droits de l'homme et du citoyen sont de portée internationale. Alors comment on les décline dans le cas particulier de tel pays, tel autre, etc. Et qu'est-ce qu'on laisse tomber, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on ne prend pas. Enfin bref, comment on bricole la chose à sa façon, c'est de niveau constitutionnel, c'est de ce qui nous organise. Alors selon qu'on ait un système fédéral ou un système militaire à la française, ben, forcément il y a des déclinaisons différenciées, je ne rentre pas dans ces détails-là, mais c'est tout à fait important de retrouver ces fêtières. Hein. Alors, ils sont proches ou distantes selon le type d'organisation du champ social et du champ politique. Voilà. Dans le cas français, évidemment, on a un modèle très centralisé, qui est resté très centralisé, même s'il est décentralisé du point de vue de l'exécution, du point de vue de la mise en œuvre, au niveau départemental notamment pour le social, et au niveau communal pour certains aspects, mais la conception, le pilotage, le pouvoir législatif reste central et il n'y a pas de raison pour l'instant, et aucune raison d'aller dans le sens d'une capacité législative attribuée ne serait-ce qu'aux régions. Les régions françaises ne sont pas des Länder allemands, et encore moins des cantons suisses. Hein. Même si c'est plus grosse taille, il n'y a pas de capacité législative. Donc il y a des politiques, mais des politiques dans les restes des politiques nationales, s'il y a encore de l'argent. C'est-à-dire c'est des politiques d'arrangement avec les ressources locales, s'il y en a encore. Vous savez, il y a des départements français qui sont sinistrés pour l'instant. Parce que, en dehors des dotations publiques qui sont réduites par rapport aux compétences transférées, ben, les ressources locales sont faibles, ne serait-ce que parce que les impôts locaux font courir un risque politique de non-réélection
forcément, mais en même temps, l'activité économique locale au niveau d'un département, comme je pense à Creuse ou certains départements où il n'y a plus d'activité économique, il n'y a plus que des populations vieillissantes, les jeunes sont partis, etc., ces domaines, s'ils ne sont pas repris par la solidarité nationale, sont en perte de vitesse. Et comme ils ne peuvent pas, en vertu des règles, se mettre dans le rouge, c'est-à-dire avoir des budgets en déséquilibre, ils sont rappelés à l'ordre quand ils se mettent en déséquilibre volontairement, etc. Et c'est un vrai problème d'autonomie chez nous, d'autonomie des niveaux inférieurs. Alors voilà, donc il y a des droits à tous ces niveaux-là. Ça se décline encore dans des droits particuliers à certains domaines, certains groupes de population, les droits des personnes handicapées, les droits des enfants. Là aussi, on retrouve un niveau international, puisqu'il y a une convention internationale des droits de l'enfant. Alors, qu'est-ce qu'on en fait dans chaque pays? On se posait la question de savoir si la Suisse avait ratifié complètement la convention internationale des droits de l'enfant. Il y avait une réponse qui n'était pas très claire donnée cet après-midi. Ça serait à vérifier. Ça serait à vérifier. Jusqu'où, d'ailleurs, il y a tas de pays qui ont ratifié, sauf tel point. Il y a des côtes, elle n'est pas applicable. Elle n'est pas applicable dans sa totalité, oui, parce que voilà, mais ça, la France également n'applique pas tout. D'ailleurs, elle se fait retoquer de temps en temps par l'instance internationale qui suit l'application de la directive, enfin de la Convention internationale des droits de l'enfant. Nous, par exemple, on a des soucis avec l'égalité de tous les enfants, parce que même si les enfants légitimes sont maintenant les égaux des enfants, les enfants naturels et adultérins sont les égaux des enfants légitimes, il reste la petite question toute bête des enfants nés d'inceste. Et ça, le droit, en tout cas je ne sais pas chez vous comment ça fonctionne, c'est très technique, je suis d'accord, mais le droit n'est pas au point sur cette affaire-là. Quels sont les droits des enfants nés de relations incestueuses, père-fille par exemple, ou le père et le grand-père en même temps. C'est très compliqué, et ces gamins-là ont des droits inégaux par rapport aux gamins nés dans des conditions maintenant à peu près banalisées, puisque adultérin, naturel ou légitime, ou adopté, parce que l'adopté est dans une autre catégorie, tout ça fonctionne bien. Adopté sauf homosexuel, parce que l'adoption pour les homosexuels n'est pas acceptée. Voilà, on reste encore à patauger avec toutes ces affaires-là. Hein, c'est loin d'être du cas, alors que la Convention internationale pose le principe de l'égalité par nature de tous les enfants, quelles que soient les conditions de naissance dont ils ne sont en aucun cas responsables. Et les droits égaux à une vie normale, etc. Alors, vous voyez la marge et l'espace qu'il faut essayer de faire avancer sur le plan juridique. Alors il y a des droits comme ça, des droits particuliers. Et puis je pourrais dire que dans la dernière catégorie des droits, il y a ceux qu'on a inventés assez récemment, les droits des usagers. Mais les droits des usagers qui ne sont pas confondus avec les droits fondamentaux liés à la pathologie, à la situation, etc. C'est les droits des usagers, le droit au logement n'est pas un droit des usagers, c'est un droit au logement. Le droit des usagers, c'est le droit, quand vous êtes mal logé, éventuellement, on a inventé le DALO, le droit opposable au logement, comme si ça ne suffisait pas de dire le droit au logement, on a inventé un droit des usagers, s'estimant subjectivement mal logé, a le droit de faire appel à l'État pour être bien logé, de faire un procès. Vous pensez bien que ça a renvoyé au calendrier grec cette affaire-là, c'est-à-dire que le temps qu'un mal logé fasse un procès à l'État en passant par toutes les arcanes administratives et que l'État décide d'obliger un bailleur à le loger alors qu'il n'a pas envie de le loger, on a vite fait de trouver des solutions bricolées. Donc voilà, il y a cette affaire de droit. Et le droit n'est pas simplement un empêcheur d'action, je crois que c'est ce qui protège l'action. Et ça, il y a souvent une réduction du droit à la législation, et les fois que la législation est tatillonne, emmerdante, il faut apprendre des tas de choses, des détails, etc. Et c'est vrai aussi, décliner comme ça jusque dans des dispositifs très précis, très fins, etc. Le droit devient un casse-tête. Mais il faut penser qu'il y a une autre dimension du droit et qui permet d'ailleurs ce droit excessivement, cette technique juridique qui protège les juristes de leur petit business de juriste, mais il y a une autre dimension du droit qui est le droit commun, qui est le droit qui protège justement, qui protège l'action et qui la rend possible.